Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Adam Gerka, je suis médecin nutritionniste au CH de Nantes et je participe au projet DENUT. Je vous présente aujourd'hui quelques points essentiels sur la dénutrition chez la personne âgée. Alors, il y a des postulats qui sont déjà bien connus depuis longtemps. Vous voyez, ils étaient déjà mentionnés dans les recommandations de diagnostic de la dénutrition chez la personne âgée de HAS en 2007. On sait très bien que la dénutrition chez la personne âgée entraîne ou aggrave un état de fragilité ou de dépendance, favorise la survenue des morbidités et est associée à une aggravation du pronostic des maladies sous-jacentes. Éventuellement, dans le pire des cas, augmente le risque de décès. Donc tout ça, c'est des choses connues, bien connues, et ce projet a pour vocation de prévenir en fait ces complications avec un dépistage précoce et une intervention précoce. Alors, il y a un fait important à retenir. Une personne qui vieillit ne perd pas du poids. La perte de poids ne fait pas automatiquement une part de vieillissement. Ça veut dire que ce qui change, c'est la composition corporelle, mais pas le poids. Le poids reste stable. Malheureusement, ce qu'on va tous à un moment rencontrer, c'est que notre composition va être modifiée. On aura plus de la masse grasse et moins de masse musculaire. Donc ça, c'est la différence. En vieillissant, on prend du gras, moins de muscles, mais on ne maigrit pas. Alors, qu'est-ce que c'est la dénutrition? Je vais vous donner un exemple. Sur la gauche de la diapo, vous voyez en fait trois lignes, trois barres, et la composition corporelle. Donc, vous voyez qu'une personne non dénutrie, en jaune, elle a une masse grasse, ici adipeux, si vous voulez, une masse maigre en rouge, et puis tout le reste qui est os, minéraux, etc. de l'eau. Quelqu'un qui est juste maigre, ça veut dire qu'il a moins de graisse, mais il a une masse musculaire aussi importante qu'une personne une composition normale, ou un poids normal. Par contre, les nutris, il perd en fait la masse grasse et la masse maigre. Et surtout, ce qui nous inquiète, c'est la perte de la masse maigre, ce qui représente une perte des stocks protéiques, de la masse musculaire, qui est le stock principal finalement des protéines, qui a des conséquences nocives pour l'organisme. Donc il faut distinguer en fait la maigreur et la dénutrition, et il faut se mettre dans la tête que la dénutrition représente une perte de la masse maigre, de la masse protéique. Alors, quelques mots sur le vieillissement. Je ne suis pas malheureusement gérontologue, mais je pense que c'est quand même important de se donner, en fait, d'avoir quelques notions. Alors, la définition, elle est un peu lente, mais je vais quand même vous la présenter. Il s'agit de l'ensemble de processus physiologiques et psychologiques qui modifient la structure et la fonction de l'organisme à partir de l'âge mûr. C'est un processus continu, universel, irréversible et touchant l'ensemble des organes. Et on reconnaît en fait quelques modes évolutifs de vieillissement. Donc nous, ce qu'on aimerait tous, c'est de vivre en vieillissement réussi. Donc vous voyez la différence, ou ce qui est important, c'est la limite entre l'autonomie et dépendance. Si finalement vous avez un vieillissement réussi, ben, votre dépendance, ou le moment de devenir dépendant, va être très très loin en fait du début de vieillissement. Après, vous avez un autre mode, c'est le vieillissement habituel, où avec l'âge, à un moment, vous devenez en fait dépendant. Et si vous avez un vieillissement avec des différentes pathologies, à ce moment-là, le point où vous devenez en fait dépendant arrive beaucoup plus tôt. Et vous voyez en fait la fragilité peut accélérer ou fait partie de l'accélération de ce point d'arrivée à la dépendance. Alors, qu'est-ce que c'est la fragilité? La définition d'après Fritt 2011, c'est un état instable de forte vulnérabilité aux événements nécessitant une adaptabilité mise en place des mécanismes de compensation. Il faut déjà avoir les mécanismes de compensation. De nouveau sur le graphique sur le gauche, vous voyez la réserve fonctionnelle, donc soit vous êtes dans un état normal, soit vous êtes fragile, soit vous avez une insuffisance fonctionnelle. Et vous voyez qu'après un événement ici marqué avec un éclair, si vous avez assez de mécanismes de compensation, ben vous pouvez retourner à la récupération complète. Si vous êtes fragile ou si vous avez moins de mécanismes de compensation, vous pouvez rester dans la zone de fragilité. Éventuellement, s'il y a une succession de points de stress ou d'événements de stress,
vous pouvez passer en fait dans la partie insuffisance fonctionnelle. Alors, quels sont les signes évocataires de fragilité on va dire que s'il y en a plus de 3 que je vais citer tout de suite, il s'agit en fait d'un état de fragilité. Donc on va compter l'âge. Amaigrissement, qu'on pourrait définir comme 5 kg en un an ou 5% du poids de départ. Un affaiblissement, donc c'est par exemple la force de préhension diminuée. Une asthénie, qui peut être évaluée par un autoquestionnaire. Un ralentissement de la vitesse de marche ou une dépense énergétique diminuée. Donc quand vous maigrissez en général et il n'y a pas d'autres pathologies sous-jacentes particulières, ben, votre organisme se ralentit pour justement diminuer les dépenses et diminuer en fait la perte musculaire ou la perte de la matière grasse. Alors la nutrition, finalement c'est quelque chose de très simple. La cause de la nutrition, c'est un déséquilibre entre les dépenses et les apports. Soit les apports baissent par rapport aux dépenses, soit les dépenses augmentent, mais bon, il faudrait une pathologie particulière pour augmenter les dépenses, mais souvent, notamment chez les patients qui ont déjà en fait une pathologie chronique, c'est les deux, c'est les apports qui baissent et les dépenses qui augmentent. Donc, on a un déséquilibre qui entraîne une perte de poids égale à perte de la masse musculaire et augmentation de risque d'instauration d'une fragilité ou d'une dépendance. Alors, chez une personne âgée, je vais vous présenter rapidement quelques facteurs de risque de la dénutrition. Donc, il y a les problèmes d'appétit. Le seuil de goût, par exemple, sera plus élevé. Donc, ça veut dire qu'il faudrait augmenter l'assaisonnement, par exemple, pour arriver au même ressenti dans le goût, en fait, dans le repas. Il y a la dysrégulation d'appétit, très important. Ça veut dire qu'une personne âgée n'arrivera pas à retrouver un appétit après une épisode aigu, en fait, de pathologie aiguë, n'arrivera pas à retrouver un appétit pareil. Il y a les tabous alimentaires. Donc, plus vous vieillissez, puis vous récupérez aussi des régimes particuliers qui sont recommandés par les différents médecins. Mais les tabous alimentaires peuvent participer à la nutrition. Il y a la solitude, logiquement, vous mangez seul, vous êtes censé le préparer à manger tout seul, là ça augmente le risque d'être dénutri. Troubles cognitifs, bien sûr vous ne vous concentrez pas pour le repas, vous ne pouvez pas préparer le repas, etc. La perte d'autonomie, bien sûr. La polymorbidité et la polymédication. Il y avait une étude qui a démontré que si une personne prend plus de 5 traitements par jour, ça augmente le risque de la dénutrition. Alors, les conséquences, il y a un effet avec la perte protéique, il y a un effet notamment sur les tissus qui se renouvellent rapidement, qui ont besoin de renouvellement rapide avec de l'énergie des protéines. Donc vous voyez, c'est le système immunitaire, notamment les globules blancs. Donc une personne dénutrie est plus susceptible à faire des infections. Une sarcopénie, donc on va voir, je vais expliquer un peu plus tard qu'est-ce que c'est une sarcopénie. Qui peut conduire à une perte d'autonomie ou perte de mobilité, alitement, d'où vient le risque augmenté d'infection ou d'escarre. Et puis un autre tissu qui se renouvelle rapidement, c'est la peau, donc le problème de cicatrisation. Alors, complications de la nutrition, je vous en ai présenté quelques-unes. On va rajouter le risque de fracture, le risque de chute, et d'où vient le risque de fracture, déshydratation, troubles de cicatrisation escarre, dépendance, institutionnalisation, durée de séjour à l'hôpital, prolongation de durée de séjour à l'hôpital, prolongation, en fait, nombre d'hospitalisations, augmentation de morbidité et mortalité, le risque infectieux et la perte d'autonomie. Il y en a nombreux, on pourrait probablement rajouter d'autres, mais bon, c'est au moins les principales complications de la dénutrition. Alors, on a parlé un peu de l'appétit, la flexibilité d'appétit. Est-ce qu'une personne âgée est capable de récupérer en fait un appétit suffisant pour retrouver un poids de croisière après une période aiguë? Cette étude nous montre que c'est difficile. Je vous explique rapidement. C'était en fait 2 groupes de personnes sans pathologie particulière qui étaient soumises sous une restriction calorique.
Et vous voyez en rouge, c'est des sujets jeunes, et puis en noir, la ligne noire, c'est en fait des sujets âgés. 6 semaines de restriction calorique, ils ne mangeaient pas 0 calories, mais bon, imaginons qu'au lieu de 2000, ils mangeaient 1600. Ils ont perdu du poids, vous voyez, c'est la courbe, c'est finalement la courbe de poids. Et puis, ils avaient une alimentation libre, donc ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient, combien est-ce qu'ils voulaient. Et vous voyez que le sujet gène va récupérer avec son appétit, va compenser en fait la perte pondérale pour retrouver un poids de base. Mais les personnes âgées sans pathologie particulière, la flexibilité d'appétit pour remanger davantage pour récupérer le poids n'est pas du tout au rendez-vous. Donc, ils n'arrivent pas souvent à retrouver le poids de croisière après une restriction calorique avec une perte de poids. Malheureusement, dans la vie réelle où la personne âgée présente souvent plusieurs pathologies, la vie est un peu différente. Il ne s'agit pas d'une restriction pendant volontaire ou involontaire pendant 6 semaines et puis ça redémarre. Malheureusement, ce qu'on voit de temps en temps, notamment chez les personnes fragiles, c'est une succession en fait, c'est une succession de problèmes, de périodes de stress qui peuvent s'enchaîner avec une perte de poids progressif, on dirait sous forme de marche, qui peut aller jusqu'à en fait une perte pondérale très importante, la nutrition sévère, et d'où vient après vient les complications dont on a parlé il y a quelques diapos. C'est représenté sur une autre forme de spirale, vous la connaissez probablement. Au départ, vous avez une carence d'apport, même si elle est en fait liée à une pathologie, exacerbation d'une pathologie chronique, en stress ponctuel ou en traumatisme, avec une restriction courte, mais qui entraîne un amaigrissement, un déficit immunitaire, une perte d'autonomie ou de mobilité, qui peut en fait enchaîner avec des troubles psychiques, des troubles de cicatrisation ou des escarres, avec le risque de chute, et vous voyez comme ça s'emballe dans une spirale qui peut en fait aller jusqu'à décès de la personne. Alors la sarcopénie, ce qui est très important, on dirait sarcopénie, j'ai moins de muscles. Non, c'est pas vrai. La sarcopénie, ce n'est pas que la masse, bien sûr, ça fait partie, c'est un déficit de la masse musculaire, mais c'est aussi déficit de la fonction musculaire. Donc, elle est beaucoup plus prévalente chez les personnes âgées. Ça fait partie du vieillissement, la sarcopénie, finalement. Je vous ai dit tout au départ qu'avec l'âge, on ne maigrit pas, mais on perd de la masse musculaire et on gagne en masse grasse. Donc, plus l'âge est élevé, plus la prévalence de la sarcopénie sera élevée également. Il y a d'autres pathologies qui peuvent participer, en fait, qui peuvent augmenter le risque ou accélérer la sarcopénie. La dénutrition, la cachexie ou la cachexie cancéreuse, inactivité, certains traitements, par exemple le traitement par corticoïdes, ou des maladies neuromusculaires, bien sûr. Et vous voyez en fait sur les deux images, vous voyez en fait la coupe de cuisse sur une IRM. Tout ce qui est gris foncé, c'est la masse musculaire. Tout ce qui est gris, je ne vais pas dire blanc, mais tout ce qui est gris clair, c'est la masse grasse. Et vous voyez en fait le diamètre entre les deux personnes est tout à fait le même, mais la composition est différente. Donc il faut se dire qu'une personne âgée avec le vieillissement, a déjà des stocks protéiques plus bas qu'une personne en fait de même poids, mais en adulte. Alors, quelle est la prévalence? Donc, moi, j'ai repris les chiffres de la lutte contre la dénutrition. En France, c'est 2 millions de patients. Il y a 400 000 personnes âgées à domicile, et c'est des chiffres qui datent déjà de quelques années. Et il y a à peu près un quart de million en fait, de personnes dénutries dans les EHPAD. Donc, vous voyez, le plus de personnes sont à domicile âgées, ils ne sont pas tous dans les EHPAD, mais vous voyez, plus on va vers l'établissement ou une vie dans un établissement, plus la prévalence augmente. Donc on sait que si vous voulez différemment représenter les chiffres, c'est les personnes âgées au-delà de 70 ans, il y a 4 à 10% de personnes dénutries qui vivent à domicile, 40% dans une hospitalisée et dans un établissement. Et il y a 1 sur 2
hospitaliser des personnes âgées qui sont dénutries dans un hôpital, en fait, en médecine aiguë. Comment dépister la dénutrition, donc un point important. Il faut surtout évaluer le poids. Donc, on évalue le poids à chaque passage chez le médecin traitant. Donc, on devrait vérifier, surtout après mentionner s'il y a une perte de poids. À l'hôpital ou dans un EHPAD, dans un EHPAD, c'est une fois par mois. Et à l'hôpital, c'est une fois par semaine. Et ça nous permet de faire une courbe qu'on espère d'être plate, mais de temps en temps, voilà, elle peut aussi être décroissante. Mais une réévaluation régulière du poids nous permet en fait d'avoir le facteur principal de diagnostic de la nutrition, le dépistage de la nutrition, c'est la perte pondérale. Il faut bien le tracer, il faut bien noter dans le dossier. Alors, il y a quelques pièges par rapport au poids. De temps en temps, vous avez des patients qui sont même à domicile, qui sont alités, qui sont dépendants, qui ne se mobilisent pas trop. Et à ce moment-là, ils peuvent en fait présenter des œdèmes. Donc, il faut quand même aussi regarder un peu ce qu'on dit sous les draps pour vérifier qu'il n'y a pas, par exemple, chez un cirrhotique de l'acide ou chez une personne âgée avec une pathologie chronique, par exemple cardiaque, qu'il n'y a pas d'édème. C'est vrai que quand une personne est allongée, les édèmes ne sont pas surtout au niveau des jambes ou des membres inférieurs, mais peuvent se trouver aussi au niveau lombaire. Voilà. Donc, et puis c'est un peu difficile de dire, bon, ok, il y a des édèmes, combien de kilos ça représente, mais il faut se dire, ok, c'est pas le poids sec, c'est pas le vrai poids, parce que ça peut nous surestimer faussement, en fait, sous-estimer la perte de poids ou surestimer l'IMC. Alors concernant la taille, parce que c'est des paramètres à renseigner, le poids on renseigne régulièrement à chaque réévaluation, la taille une seule fois parce qu'en gros ça ne change pas trop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qu'avec l'âge en fait la taille diminue, donc on peut prendre en fait la taille de la carte d'identité, mais ce qui est mieux, soit d'utiliser une toise, si la personne ne peut pas se mobiliser, on n'a pas une toise en disponibilité, on peut utiliser en fait la distance entre talon et genou. Vous voyez, en fait, c'est 90 degrés au niveau du genou, 90 degrés au niveau de cheville, et vous prenez la distance entre genou et talon. Et avec une formule spécifique pour femmes, hommes, vous pouvez calculer en fait la taille approximative. Alors, ce qui marche également, c'est en fait, si on ne peut pas prendre le poids, on a d'autres critères qui peuvent nous renseigner sur l'état nutritionnel ou sur nous approcher vers le diagnostic de la dénutrition. Par exemple, ça pourrait être en fait la circonférence brachiale. Qu'on prend en fait, comme vous le voyez sur l'image à droite, à mi-distance entre olecranon et l'épaule. Donc voilà, à mi-distance, vous prenez la circonférence brachiale et quand on regarde en fait le résultat de cette étude, c'est le côté gauche, en fait le graphique sur côté gauche. Finalement, elle est plus exacte, en fait, cette circonférence est plus exacte pour diagnostiquer la nutrition que le pli tricépital ou la circonférence des mollets. Donc, c'est quand même une mesure validée qui permet en fait de qui représente une alternative à la pesée. On a parlé de perte de poids, on a parlé de l'IMC, donc taille, poids, plutôt poids divisé par taille en mètres au carré. Il faut également parler des angestats. Donc, la question est simple, est-ce que le patient mange maintenant? Mange quoi? Mange par rapport à quand? Donc la question est simple. Imaginez qu'à un moment dans votre vie, vous mangez avant la pathologie ou quand vous étiez mieux, quand ça allait bien pour vous, vous mangez normal, c'est-à-dire 100% ou 10 sur 10. Et montrez-moi sur cette échelle visuelle analogique, un peu comme pour la douleur, où vous vous trouvez maintenant entre 0 et 10. Donc 0, je mange rien, 10 sur 10, je mange bien, comme à l'époque.
Et si le résultat est inférieur à 7 sur 10, ça représente un risque de dénutrition. Donc on sait qu'on devrait intervenir, qu'il y a déjà un souci. Donc assez facile, n'hésitez pas à utiliser, c'est comme pour la douleur. Le chiffre important, c'est inférieur à 7 sur 10. Alors, les critères de diagnostic. Donc là, on parlait en fait des critères de dépistage. Maintenant, le diagnostic, il va se baser sur les critères de dépistage déjà, IMC, perte de poids. Éventuellement, pour la personne âgée, on peut utiliser le Mini Nutrition Assessment, le MNA, qui serait en fait en faveur de la nutrition si le résultat est inférieur à 17. Et dans certains cas, on peut rajouter en fait le dosage de l'albuminémie, mais c'est le médecin traitant qui l'a prescrit. Qui est en fait qui nous donne le diagnostic de la nutrition, c'est inférieur à 35. Vous savez peut-être que ça, c'est la recommandation de l'HAS de 2007 pour la personne âgée et qu'on a une modification des recommandations de diagnostic de la nutrition pour enfants et adultes en 2019 et on attend impatiemment des nouvelles recommandations de diagnostic pour la personne âgée, mais qu'on aura peut-être à la fin de l'année, début de l'année prochaine, j'espère. Mais pour l'instant, c'est ces critères-là qu'il faut retenir pour le diagnostic. On est sur la perte de poids, on est sur un indice de masse musculaire qui n'est pas, pardon, de masse corporelle, l'albuminémie et MNA global. Alors rapidement, ce n'est pas forcément le sujet de ce topo, mais il faut intervenir. Donc on a diagnostiqué la nutrition. Il faut intervenir, il faut se dire alors quels sont nos objectifs. On a des objectifs à un apport calorique, donc 30 à 40 kilocalories, ce qui est largement plus que chez une personne en fait, non âgée, en fait chez un adulte, et un apport protéique dans la population générale serait à 0,8 g par kilo par jour chez une personne âgée, pour plusieurs raisons en fait, de métabolisme protéique, de la synthèse musculaire. On ira un peu plus haut, entre 1,2 et 1,5 g par kilo par jour d'apport protéique. Donc ça, c'est nos objectifs. Ce n'est pas toujours évident d'y arriver, mais les objectifs nous servent comme une cible. Maintenant, il faut se rapprocher de la cible. Si on n'arrive pas forcément, ce n'est pas tout à fait mal, mais il faut comprendre que la cible nous permet de viser quelque chose. Et c'est toujours mieux en fait d'apporter 25 kilocalories que 15. Donc voilà, la cible est claire, elle est définie. Maintenant, plus on arrive à apporter, tant mieux. Donc on a parlé d'enrichissement alimentaire, ce qui est la première démarche à instaurer quand on prend en charge une personne dénutrie ou à risque de nutrition. Et puis on peut toujours rajouter, s'il y a une indication, ou si l'alimentation riche n'est pas suffisante, notamment chez les personnes dénutries légères ou modérées, on va essayer de rajouter les compléments nutritionnels. Donc, il faut que, quand même, c'est un complément, donc ça ne remplace pas l'alimentation. Donc, il faut que l'alimentation spontanée orale est toujours, au niveau quantitatif, supérieur à 50% des apports habituels. Donc, on est à supérieur à 5 sur 10. Il faut accompagner le patient, expliquer à quoi ça sert, quand est-ce qu'on prend les compléments, sous quelle forme. Il faut lui donner le choix, il faut lui proposer le choix de texture, de parfum. C'est aussi un rôle important de pharmacien parce qu'il y avait en fait des modifications de la loi qui maintenant donnent beaucoup plus de pouvoir aux pharmaciens de réévaluer, et des devoirs aussi, de réévaluer après 15 jours de la prescription initiale la tolérance et l'observance des compléments, éventuellement modifier en fait des textures des parfums. Donc l'accompagnement est très important, l'explication initiale est très importante, à quoi ça sert, quand est-ce qu'on prend. Et surtout, ce qu'il faut éviter, en fait, c'est qu'il faut s'investir au départ. Il faut que la première expérience avec le complément est positive, parce que si vous prescrivez un complément à quelqu'un qui vomit, il va vomir le complément, il ne le prend plus jamais. Donc, de bien en fait évaluer l'indication, accompagner le patient, expliquer au départ et puis suivre l'observance. Par exemple, le pharmacien peut suivre ou on peut faire un retour après un mois sur la tolérance, observance et puis reproduire, prescrire en fait le complément. Souvent on prescrit entre 1 et 2 compléments, on peut aller jusqu'à 3-4, mais c'est plutôt rare parce qu'il faut quand même les caler quelque part dans la journée. Donc l'objectif c'est à peu près 2 compléments de maximum 300 ml.
Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir en fait une bonne nutrition? Parce que, ou alimentation encore mieux, il faut coupler les deux choses. Il faut coupler, si on a une personne dénutrie qui a perdu la masse musculaire, il faut s'occuper de alimentation plus activité. Côté alimentation, on va soigner l'ambiance, on a parlé de la solitude, voilà, de se préparer à un repas. Soigner la présentation, on a parlé de problèmes de seuil de goût, donc, qui est plus haut, donc il faut bien assaisonner. Il faut faire attention à l'hydratation. Il faut éviter en fait les exclusions, il faut éviter l'enchaînement ou l'ajout en fait de différents régimes. Il faut augmenter les apports protéiques si nécessaire, voilà, pour maintenir la masse musculaire. Il faut bien sûr s'intéresser à d'autres facteurs qui participent en fait à l'alimentation, comme la mastication, l'état de la denture, de la cavité buccale. Et bien sûr, tout ça, c'est couplé à une activité physique adaptée qui nous permet de cibler les protéines ingérées dans les tissus où il faut. Donc, en résumé, d'abord, on va essayer de dépister la dénutrition. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. On a le DNU. C'est tout à fait facile, c'est rapide. Quand on veut corriger en fait la dénutrition, il faut utiliser en fait les moyens les plus simples. On a parlé d'enrichissement alimentaire et puis en deuxième intention, complémentation orale, éventuellement pour les patients dénutris sévères et nutrition entérale, mais c'est vraiment le dernier recours. C'est une problématique qui touche en fait tous les intervenants, la famille, tous les intervenants auprès des personnes âgées. Donc c'est vraiment l'affaire de tous. Tous peuvent en fait apporter son point de vue, ses observations pour aider à intervenir, dépister puis à intervenir. Il faut associer à une bonne alimentation une activité physique régulière qui permet de maintenir la masse musculaire. Et comme je l'ai dit, en fait, la nutrition artificielle, entérale ou parentérale, est vraiment indiquée que dans les cas de la dénutrition sévère. Mais ça nécessite une hospitalisation, donc on sort un peu du cadre de la dénutrition de personnes âgées à domicile. Merci pour votre attention.